Bonjour à tous. Merci d'être présent pour le 7e webinaire OSAE qui s'intitule Verger de demain, quelle gestion du rang. Euh, Quelques règles pour le webinaire, évidemment. Comme tout webinaire, seuls les intervenants peuvent prendre la parole. Vous pouvez adresser vos remarques et questions par écrit sur Q&R. Et si vous avez évidemment plutôt des questions de l'ordre de la logistique ou savoir si justement il est enregistré ou est-ce que vous aurez les replays, ce serait plutôt sur discuter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on va commencer par les deux présentations. Là, ce webinaire est organisé dans le cadre du projet Oser l'agroécologie que porte l'association Sol Agro. C'est un réseau d'agriculteurs et d'agricultrices qui partagent leurs expériences et solutions autour de l'agroécologie. Alors avec soit des rencontres techniques dans le cadre de la quinzaine de l'agroécologie qu'on organise chaque année, ou soit aussi à travers des webinaires pour partager les savoir-faire des agriculteurs et aussi des connaissances techniques proposent et développent la recherche. Et donc, Osae, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez retrouver des témoignages, des vidéos d'agriculteurs qui partagent et qui décrivent en fait leurs pratiques et leurs techniques agroécologiques qu'ils ont développées et souvent éprouvées sur leur ferme. Et évidemment, en parallèle, il y a des suivis dans le temps, hein, des fermes qu'on a parfois rentrées depuis 2015. Et on a aussi un volet changement climatique avec quelles sont les approches de ces fermes face aux aléas climatiques qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce webinaire, je vais vous introduire rapidement ce qu'on entend dans la gestion du rang, quels sont aujourd'hui voilà, les solutions, ou en tout cas ce qui peut être proposé en alternative au désherbage chimique. Et ensuite, évidemment, Alex Franck présentera ce que lui a mis en place dans sa ferme. Et puis, Stéphanie Druche présentera les essais qui ont été mis en place à l'INRAE de Gautron, qui est un site expérimental en arboriculture qui se situe au nord de Valence. Et ensuite, on laissera place aux questions et réponses que j'adresserai à Alex Franck ou à Stéphanie Druche en fonction de, des questions. Donc rapidement, il y a différentes méthodes aujourd'hui de gestion du rang alternatives au désherbage chimique. Soit c'est sans le travail du sol avec paillage, que ce soit paillage plastique ou paillage vivant avec mulching. Soit sans travail du sol et enherbé. Ça peut être du couvert spontané, ça peut être aussi du couvert semé, que ça soit engrais vert ou plantes rampantes peu concurrentielles comme la petite pimprenelle. Et aussi, on peut faire plantation de légumes. Et ensuite, il y a cette troisième possibilité qui est le travail du sol avec des herbages du rang, souvent avec un intercept évidemment. Donc ça avec travail du sol ou une autre alternative qui finalement est un peu l'alliance entre l'enherbement et le travail du sol qui est la méthode sandwich. Et donc là, ce webinaire, ce qui va être présenté, c'est à peu près ce panel-là, parce que finalement, Alex Franck a soit testé, soit actuellement fait une combinaison de ces solutions pour gérer son rang, que ce soit du mulching, de la plantation de légumes, des couverts spontanés, de l'engrais vert et la méthode sandwich. Et après, on aura évidemment un focus sur le pâturage que Alex Franck développe sur sa ferme et que aussi Stéphanie Druche a testé sur un verger de pommier. Donc, Alex, je te laisse la parole. Bonjour à tous, j'espère que ça marche bien. Oui. Voilà, donc je m'appelle Alex et je suis paysan à la ferme de Vernoux, qui est en Ariège, à 40 km au sud de Toulouse, dans la plaine alluvionnaire de l'Ariège. Donc on a un climat océanique dégradé avec un petit peu de... On n'est pas très loin des Pyrénées. Avec des sols très profonds, une zone plate, irriguable, une nappe phréatique entre 3 et 5 mètres, plutôt à 5 mètres actuellement. Donc sur ma ferme, 50 hectares de SAU, moi je me suis installé en 2010 et j'ai repris la ferme familiale où mes parents s'étaient convertis à l'agriculture biologique en 98. Notamment à cause du verger.
Alors, le verger, on a à peu près 6 hectares de verger en production, essentiellement des pommiers, mais aussi poiriers, cerisiers, pruniers, un peu de pêcher, puis quelques autres bricoles, hein, des petits fruits aussi. Et puis du maraîchage et des grandes cultures. Le verger, tout est irrigué. Ensuite, dans les grandes cultures, on a une partie en agroforesterie avec des vergers de plein vent, si on veut, mais avec des interrants de 30 mètres qui sont non irrigués, avec du franc. Donc là, sur le verger, tout est irrigué en goutte à goutte, c'est très économe en eau. Ça permet, on consomme 400 mètres cubes par an, c'est ce qui est écrit. Et l'année dernière, on est arrivé à 1000 mètres cubes par an parce qu'on a allumé le goutte à goutte fin mai, mi-mai, pour l'éteindre seulement en octobre. Voilà. Donc ça, c'est la présentation générale du verger. Donc comme il est en bio, on n'a pas d'herbicide. Et quand on va parler vraiment de la gestion du rang, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Merci Annabelle. Donc je vous parle d'abord d'une expérimentation qu'on a fait dans les années 2010 où je plantais encore sous bâche plastique les arbres fruitiers. Lorsqu'on a arraché la bâche, au bout de 4-5e feuille enfin 4-5e année après la plantation, on se retrouve avec un sol quasi nu au pied des arbres et on a profité de ce moment-là pour semer du trèfle, un mélange de trèfle, de minette, trèfle blanc nain, minette et aussi des différentes luzernes. Donc ça n'a pas trop mal marché, c'était assez bon le résultat et aussi mélangé avec quelques annuels, il y avait aussi du sarrasin. Donc des plantes qui étaient, l'idée c'était de couvrir, d'amener de l'azote. Le problème, c'est qu'au bout de quelques années, ce semis s'est rapidement dégradé et a été envahi en fait petit à petit par des graminées. Donc ça, c'est des semis qu'on a fait en 2015 et 2016 et plus ou moins en 2020, il n'y avait presque plus rien. Il reste que quelques plantes reliques, mais pas grand-chose. On va le voir après, on utilise une tondeuse satellite et du coup, à force de tondre, les graminées prennent le dessus. Lorsque les arbres étaient jeunes aussi, c'est la deuxième ligne, la gestion sandwich et pâturage. On a aussi profité de l'espace laissé libre entre les arbres, puisque là, c'était des plantations à 1,80 m ou 2 mètres, donc relativement espacées, pour des pommiers ou des poiriers, pour planter des légumes. Donc, on a planté des tomates, des aubergines et des poivrons, des légumes d'été. Et ça a très bien marché. Pendant 4 ans, on a eu des bonnes récoltes. Et on a profité du coup du tutorage, parce que tout ce verger est palissé, donc les fils de fer, le goutte à goutte, tout était en place pour faire pousser les légumes là-dedans, surtout les tomates. Donc ça, c'était facile. En plantant relativement tard, on a eu des très bons résultats et des récoltes qu'on faisait entre août, septembre, octobre sur des tardifs, avec des plantations de tomates plutôt au mois de juin. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de plantation entre les rangs. Finalement, tous ces semis, on y est revenu parce que c'est difficile à entretenir et ça se dégrade. Et c'est les graminées qui gagnent. Voilà. Donc, ce qu'on a fait après, ça vous le verrez un peu plus tard, là, c'est la gestion sandwich qui est écrite tout en bas avec le pâturage. Voilà. Donc, parce qu'en dernier, maintenant, lorsqu'on fait des plantations, on a arrêté d'utiliser des bâches. Toutes les plantations sont couvertes par du BRF qu'on produit sur la ferme, parce qu'on a on a planté des haies depuis longtemps. Maintenant, elles sont assez mûres et on arrive à produire entre 50 et 100 mètres cubes de BRF chaque année. Et c'est ce qui nous sert à pailler le verger, en fait. Puisque pendant 3 ans, c'est ce qui a écrit BRF 3 ans, les 3 premières années de vie d'un arbre, ils sont paillés en permanence à partir du mois d'avril-mai, plutôt mai si possible. Après un désherbage manuel, ils sont paillés. Et du coup, la végétation qui pousse au bout des 3 ans, c'est la végétation spontanée et qui n'est plus semée. Voilà. Donc, je pense que, je ne sais pas, Annabelle, la suite, ça dit quoi? Ouais, voilà. Donc, ce que je disais, c'est par rapport au trèfle blanc nain, c'est l'image de gauche.
C'est intéressant, ça apporte de l'azote. Ça contrôle les adventices au départ, mais c'est un gros problème. C'est aussi que ça se dégrade avec le temps, mais c'est appétant pour les campagnols. Donc ça, c'est un souci qu'on a eu rapidement et on s'est dit, mais le trèfle blanc nain, ça ne va pas du tout avec les arbres. On avait des arbres, on a eu de la mortalité avec des campagnols. Donc c'est une plante intéressante, mais qui a quand même ce défaut-là. Donc tout seul comme ça, le trèfle blanc nain, ça ne marchait pas. Il a fallu qu'on réfléchisse à autre chose. C'est le travail du sol, on va en parler. Sur l'image de droite, ça c'est des plantations beaucoup plus récentes, où maintenant les plantations que je fais, c'est des bulbes, donc des narcisses, si vous voulez, hein, on voit les fleurs. Ça c'est une photo qui a été prise il y a 3 jours. Alors c'est intéressant puisque ça permet, c'est des plantes qui se réveillent en février ou tout début mars, alors que le verger est encore endormi. Et du coup, ça réveille la vie du sol beaucoup plus tôt. Et ça permet notamment aux mycorhizes de se réveiller, d'être complètement disponibles et déjà actives, alors que les arbres fruitiers vont se développer. Donc plutôt fin mars, début avril. Donc un bon intérêt pour des bulbes au pied des pommiers. Et puis après, quand on doit désherber ou voilà, ils disparaissent au mois de mai, donc il n'y a aucune concurrence avec le verger. Voilà, donc je parlais des campagnols et du semis des adventices, du trèfle qui posait problème. Du coup, on est passé en méthode sandwich. Non, c'était parfait. Merci, Annabelle. Sur la gestion du rang. Donc, on a un petit schéma annuel. Là, aujourd'hui, on est au mois de mars, là, donc ça commence maintenant. On commence à passer une griffe donc à l'aplomb de la frondaison des arbres. Donc, ce n'est pas vraiment dans le rang. La griffe, c'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, enfin les deux images, que je mets à l'avant du tracteur. C'est 4 dents, c'est vraiment tout simple. Là, c'est du matériel auto-construit. En fait, c'est un châssis de filtre sur lequel j'ai mis 4 dents que je mets sur le relevage avant et qui me permet de passer relativement vite de part et d'autre des rangs du verger. Donc, en passant relativement jeune, on empêche aux racines des arbres d'être tuées. Alors, elles sont coupées au départ et puis ensuite elles vont passer en dessous, quoi, parce qu'on passe à 10, 15, rarement en dessous de 15 cm de profondeur. Il y a 2, 3, 4, 5 passages faciles de griffes que je fais sur chaque rang, de part et d'autre. Ça va assez vite, c'est sur le relevage avant, c'est simple à faire. Et ça fait quelques mottes. Alors, il faut faire attention en conditions trop humides, mais on ne passe pas. Et le mieux, c'est quand il a plu, là, comme avant-hier. Puis on va passer dans 3 jours, hein, ça va être très bien. Ça vraiment, ça enquiquine les campagnols. Ça détruit les galeries, ça les fait sortir et ça augmente la prédation. Derrière nous, il y a beaucoup d'oiseaux qui les mangent. Et en fait, la pression campagnole diminue énormément grâce à un travail du sol au printemps. Voilà, ça c'est un appareil qui m'a coûté 0 €, puisque j'ai récupéré d'un ancien vibroculteur, c'est très simple. Voilà, alors si on revient sur l'image avant où il y a le. Voilà, super. Donc ça c'est, je passe la griffe et vous voyez, il y a écrit griffe et roulage. Donc c'est qu'en même temps, on a arrêté dans l'interrang de broyer la végétation pour avoir une meilleure diversité végétale dans l'interrang. Et du coup, l'herbe est roulée en même temps. Et ça, le broyeur consomme beaucoup d'énergie, alors que de rouler, c'est un vieux rouleau cultipacker. Donc là, cette fois-ci, on peut aller Annabelle, à 2 images après, où on le voit. Ah non, on ne le voit pas, le rouleau, pardon, je ne l'ai pas mis en photo. Autant pour moi. Je ne l'ai pas mis en photo. Bon, c'est un rouleau de cultipacker tout simple et ça écrase l'herbe. En passant la griffe sur le relevage avant, je tire derrière un rouleau qui est juste traîné. Après, une fois que les arbres sont quand même assez grands, à partir de 3 ans ou 4 ans, on peut passer la tondeuse, ce qu'on appelle la tondeuse satellite, là, que vous voyez en image. Donc, c'est sur le relevage avant aussi que je passe ça.
Et elle épouse les troncs des arbres et elle vient couper l'herbe en fait sur une tranche de 50 cm à peu près au pied des arbres. Donc l'herbe est coupée et c'est pour ça que le trèfle, les luzernes qu'on avait semées, elles finissent par disparaître parce que c'est les graminées qui vont gagner. Donc l'année dernière, en 2022, il a fait très sec. On l'a passé au mois d'avril, début mai, et j'ai passé que 2 fois parce que finalement, l'interrang est resté relativement propre. Il a fait trop sec. Comme le sol n'est pas travaillé, il y a des touffes de graminées, mais quand elles sont coupées, elles ne bougent pas trop. Et le goutte à goutte que j'utilise, finalement, profite aux arbres et pas tellement à la végétation. Donc, on a 50 cm qui sont faciles à maîtriser avec la tondeuse. Le souci de cette tondeuse satellite, c'est que si on ne la passe pas trop tôt, les grosses touffes d'herbe, elles vont être contournées par la tondeuse et ça ne va pas marcher. Donc, il faut bien la passer début avril. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Et lorsque c'est très poussant, on peut la passer 5 fois jusqu'à début juillet. Donc, on se retrouve. Ouais, très bien, Annabelle, c'est parfait la transition. Chaque fois que je passe la tondeuse, j'ai aussi derrière moi le rouleau cultipacker. Donc, finalement, le verger, l'interrang est roulé plusieurs fois. En fait, il est roulé chaque fois que je passe la griffe et chaque fois que je passe la tondeuse. Ce qui fait qu'en interrang, en fait, on a des herbes qui sont couchées tout le temps et avec une bonne diversité floristique. La dernière tonte a lieu, ça dépend, entre fin mai l'année dernière ou début juillet. Ensuite, au mois d'août, il n'y a pas trop de développement d'adventice. Et je passe un broyeur fin août, deuxième quinzaine d'août. Là, c'est juste pour pouvoir préparer la récolte et qu'on puisse passer avec les échelles et les marchés à pied. Donc là, c'est important de passer le broyeur à ce moment-là. Et je repasse un broyeur, on verra juste après, je crois, pour broyer le bois de taille fin mars, début mars. Donc tout ça, ça va bien. Ça permet d'entretenir le rang sans trop de problèmes. Par contre, il y a quand même un défaut, il faut tout dire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des rejets qui poussent au pied des arbres et il peut y avoir des lignes aussi. Des ronces, ici on a des ronces, des cornuliers sanguins, des frênes, enfin tout un tas du fusain d'Europe qui se développent dans le rang. Et là, on est passé, alors pour tout ce qui est rejet, on passe à la main au mois d'octobre, novembre, décembre, ça dépend après la cueillette. Donc c'est une période où il ne fait pas trop chaud et on arrive à arracher à la main les rejets. Ça, c'est une chose. Et ensuite, pendant la taille, on passe aussi au sécateur électrique et on coupe tout ce qui est départ de ligneux. Et ces départs de ligneux coupent au sécateur des jeunes pousses, cornuilles, etc. Finalement, au début, on voyait ça comme un gros problème, mais en coupant ça, finalement, on le met dans l'interrang, c'est broyé, et puis ça amène de la matière organique. Ça ne fait que enrichir le verger. Ce qu'il faut, c'est bien entretenir régulièrement. Voilà. Et alors, la nouveauté, ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans, là, c'est la 3e année cette année, c'est toute la partie hivernale. Après, dès la cueillette terminée, on fait rentrer des moutons dans le verger. Voilà, c'est ce qui a marqué pâturage. Et on vient de sortir les moutons l'année dernière et la semaine dernière. Donc, un pâturage hivernal qui entretient tout le verger, le rang et l'interrang. Alors, sur ces images, on le voit, l'image de la première en haut, là. On voit la partie droite qui n'est pas pâturée, qui est pâturée, excusez-moi, alors que la partie gauche n'a pas été pâturée, où on a des pruniers et des poiriers. À droite, on a des pommiers. Donc, ils aiment bien l'herbe, ils vont dessus et eux, ils passent, que ce soit dans le rang et dans l'interrang, ça les dérange pas. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Il faut bien gérer pour ne pas avoir de surpâturage. Le problème, c'est l'image qu'on voit à droite, c'est qu'ils peuvent s'attaquer au tronc, notamment en période humide et de surpâturage. Voilà. Pour ça, ils s'attaquent au tronc. Et alors, sur l'image, ce qu'on voit, c'est qu'ils attaquent le tronc des pommiers. Et aussi, c'est pas tellement, il n'y a pas de sève à cette période-là. Ils attaquent aussi les piquets d'acacia. Donc, ils vont vraiment chercher dans le tronc des éléments minéraux dans la partie ligneuse qu'ils n'ont pas dans l'herbe. Voilà.
Donc, c'est pour ça, finalement, qu'il y ait des cornouillers, des ronces, si c'est petit, ils vont aussi les attaquer. Donc, tout ce qui est résidu, ils vont le manger, ça, c'est très bien. Ils vont gratter, piétiner, et du coup, toute la litière de feuilles qui est enquiquinée entre la tablure, avant, on passe une brosse. Au moment où on broyait, on passait une brosse pour enlever cette litière, et ça, on a arrêté complètement. C'est les moutons qui font ça. Et ensuite, ça fait fuir les campagnols dès qu'ils marchent, surtout en période humide. Là, c'est intéressant, ils écrabouillent les campagnols. Et ça a diminué énormément la pression. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant. Le souci, c'est de bien gérer la dynamique de passage des moutons dans le verger. Et le problème que j'ai dans mon verger, c'est que le verger n'a pas été conçu pour faire des blocs homogènes pour les moutons. Donc, j'ai des allées qui, des fois, font 50 mètres, tout va bien, mais j'ai des allées qui font 300 mètres. Et là, c'est un peu l'enfer parce qu'ils vont se cantonner à cette zone et ils ne vont pas forcément aller partout. Donc, on réfléchit à enterrer des endroits à l'irrigation pour faire des blocs plus petits. L'idéal, c'est de faire des blocs de 2-3 000 mètres carrés pour une trentaine de moutons et de les faire tourner 5 à 10 jours. Voilà. Mais c'est super, c'est vraiment l'association du pâturage en verger et arrêter les machines pendant l'hiver. Je pense que là, j'ai tout dit là-dessus. Voilà, donc, ouais. Si on revient juste une seconde sur l'image, parce que là, cette fois-ci, elle est complète. Coupe au sécateur, pâturage, arrachage de rejet. Non, mais on a tout dit. Hein. Non, c'est parfait. Je pense que tout est complet. Donc, maintenant, la dernière diapo, je crois, c'est ce qu'on fait maintenant sur le rang. Donc, il y a des histoires de faire passer les moutons. Et je ne disais pas, les semis, c'est intéressant, mais en fait, ils ne sont pas pérennes. Ils n'arrivent pas à tenir longtemps. Donc, finalement, on va avoir de la pierre, apporter de l'azote. Ce n'est pas des semis de légumineuses qui vont marcher. Du coup, on fait un essai sur un demi-quart. On a planté des glutineux, aulnes de Corse et des différents Eleagnus aussi dans le rang à la place de pommier, si vous voulez. Quoi. Et je rabats maintenant chaque année. C'est quelque chose que j'ai fait 4 ans. C'est beau, les arbres, ils sont intéressants. Et on les rabat. Et quand on les rabat, on voit vraiment toute l'herbe autour de l'arbre dans les 2 mois qui suivent, qui est vert foncé. Donc, il y a vraiment un relargage d'azote au moment où on coupe on a de l'aulne. Voilà. Puis pour terminer, là, ces projets à venir, bon, les moutons, c'est intéressant de passer avec des coins, des petits champs, genre thaïlandais ou néo-zélandais, qui restent pas les arbres, mais qui pourraient faire un travail encore plus intéressant sur le carpocaps pour détruire les arbres qui sont voilà. Et pour tout ce qui est biodiversité, bon, ça c'est assez complexe. Et on essaie de mettre en place un réseau de mares dans le verger, donc sur 6-7 hectares de verger, c'est une dizaine de mares qu'on essaie pour avoir de l'eau en permanence. Ça, c'est plutôt pour les chauves-souris et les oiseaux. Voilà. Et ça fera l'objet d'une autre discussion. Bon, voilà. Merci Annabelle, merci à tous. Merci à toi, Alex. Je laisse la main à Stéphanie. Attends, pardon. Ok, bonjour. Donc, alors moi, je vais vous présenter un projet qu'on a conduit depuis 2021 avec des collègues de l'UMR Genpis à Toulouse. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place sur le domaine de Goton, comme tu disais, Annabelle. Et ce projet, tu peux passer la diapo, s'il te plaît. Pas de souci. Donc, ce projet a pour but une idée un peu saugrenue. En fait, on cherche à associer un verger de pommiers avec un élevage de lapins, sachant que le lapin est un ravageur du pommier. Donc, en effet, il fallait y penser. Mais on espère quand même que l'association porte ses fruits, sans jeu de mots bizarre. Je peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, du coup, quand même, bien que ce soit un ravageur, le lapin, on attend quand même des bénéfices réciproques pour le berger et pour le lapin. Alors, si on considère le verger tout d'abord,
Eh bien, il faut savoir que le lapin, c'est un herbivore strict. Donc, il va consommer l'enherbement du verger. Donc, à la fois sur le rang et sur l'interrang. Enfin, ça dépend après, évidemment, où on va mettre le lapin. Et sachant que l'enherbement est une source de concurrence par rapport aux arbres pour l'eau et les éléments nutritifs, et peut être aussi une gêne à la circulation des engins si on se situe dans l'interrang. Alors, dans notre projet, les lapins ils étaient complémentés en granulés. Et donc, du coup, ça fait un apport d'éléments qui rentrent dans le système. Donc, on espère aussi un effet sur la fertilisation et la nutrition des arbres. Ensuite, on va regarder aussi l'aspect prophylaxie avec la gestion potentielle de maladies ou de ravageurs, sachant que le lapin ne va pas consommer que d'enherbement, mais va aussi pouvoir consommer des pommes au sol ou des feuilles en période automnale. Et comme on associe sur une même surface de production, un élevage de lapins et une production de fruits, et ben, on espère avoir un meilleur revenu sur cette parcelle. Même si ça, ce n'est pas quelque chose qui a été évalué sur cet essai, en fait. Donc, je ne donnerai pas de résultats technico-économiques ici. Si on considère maintenant le lapin, et bien, en fait, le verger apporte des ressources alimentaires qui sont très diversifiées. J'ai parlé d'enherbement. L'enherbement sur un verger de pommier, surtout qu'ici, on était sur un verger plutôt ancien. On n'a pas été complètement fou. On a pris un verger qui était presque à l'arrachage. Et donc, du coup, on a une diversité floristique qui est assez importante. Et puis, le lapin ne va pas consommer que l'enherbement, il va aussi consommer des feuilles, du bois de taille. Et il va consommer aussi potentiellement des fruits au sol. Donc, des ressources alimentaires variées, des apports de fibres longues. Et donc, tout ça, en fait, on espère que ça va apporter un bienfait sur la santé de l'animal. Donc, c'est des choses qu'on va regarder. Et comme le milieu verger est un milieu qui est extrêmement riche par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans une prairie ou encore pire dans une cage, on espère que cette vie dans un verger va apporter une source de bien-être pour le lapin. Tu peux passer à la diapo suivante. Tiens, passe encore un coup parce qu'il y a une animation. Merci. Alors, comment on a travaillé dans ce projet? En fait, ça s'est déroulé en plusieurs phases. Alors, il faut savoir que quand on a commencé, on était à l'automne 2020 et on était deux communautés, la communauté des zootechniciens et la communauté des agronomes, et on ne se connaissait pas. On n'avait pas le même vocabulaire, on ne connaissait pas les contraintes des uns des autres. Moi, j'y connaissais strictement rien en lapin. Les collègues n'y connaissaient pas grand-chose en pommier. Et il a fallu concevoir un cadre de travail qui permettait d'associer les deux productions au même endroit. Donc, apprendre des contraintes, apprendre des attendus et trouver des compromis. Alors, on s'est rencontrés, on a cherché, en fait, on a produit tous ensemble deux prototypes de logements. Donc, un premier prototype, en fait, c'était un parc fixe qui était destiné à être placé sur le rang du verger, et un parc mobile, enfin une cage mobile, qui était, elle, destinée à être déplacée sur l'interrang. Alors, du coup, ces premiers prototypes ont déjà été testés à Toulouse au printemps 2021, dans un but de vérifier qu'en fait, ces prototypes étaient adaptés à l'élevage du lapin. Donc, cette phase s'est bien passée, et on est passé à une phase 2 en mettant ces prototypes en conditions réelles dans notre verger de pommier. Et bon, ça s'est globalement bien passé. On était à l'automne 2021. Alors, quand même, ça s'est bien passé, mais il y a eu un petit mais. C'est que notre parc fixe, qui était censé être fixe, au bout d'une semaine, il n'y avait plus d'arbres dans le parc. Donc, les lapins se sont retrouvés en situation de surpâturage. Donc, bon, c'était pas terrible. Donc, on a adapté. Et pendant cette phase de prototypage, en fait, on a aussi demandé l'avis de professionnels, donc éleveurs, arboriculteurs, scientifiques, vétérinaires, porteurs de projets à l'installation. On leur a posé des questions sur nos prototypes, pour savoir si il leur semblait adapté, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, s'il fallait plutôt travailler sur le rang ou sur l'interrang, et éventuellement, quelle était la période la plus propice pour le pâturage. Donc ça, c'était un atelier qu'on a conduit sur une demi-journée, donc qui était assez enrichissant. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que le plus intéressant pour le verger, c'était le travail sur le rang, parce que c'est la zone la plus complexe à aller travailler,
Et c'est là où l'enherbement est le plus concurrentiel pour l'arbre. Et donc, du coup, on s'est orienté sur un parc, mais pas fixe, mais mobile. Donc, on a adapté notre parc qui était en fait assez compliqué à déplacer parce que c'était des ganivelles, c'est très lourd, pour le rendre déplaçable en fait. Donc, c'est à peu près le même modèle, mais en déplaçable. Donc, ce nouveau prototype, on l'a testé au printemps suivant, donc en printemps de l'année dernière, 2022. On l'a validé. Et c'est ce prototype qu'on a en fait utilisé après dans un essai final. Qui là, en fait, c'était ça. Le but, c'était vraiment d'évaluer les bénéfices du lapin sur le verger et du verger sur le lapin. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, je vais vous présenter quand même rapidement le parc, le dispositif qu'on a testé en grand. Alors déjà, notre parcelle de pommier, elle est clôturée par une clôture électrique type modèle à filet à mouton, là, pour éviter que les prédateurs à quatre pattes, qui sont nombreux sur notre domaine, viennent grignoter nos lapins. Et ensuite, donc, dans notre verger, on avait donc des séries de petits parcs mobiles qui étaient installés sur le rang. Donc en tout, on en avait 12. Enfin, je vous expliquerai ça un peu plus en détail après. Donc un parc mobile, chez nous, c'était 18 mètres carrés pour 6 lapins. Donc ça, c'était pour des questions statistiques. Il y aurait moyen de faire différemment. Alors, ce qu'on a utilisé à la place des ganivelles, c'est des panneaux rigides. Donc c'est ce qu'on utilise en fait pour des clôtures à jardin. On avait 8 panneaux rigides, un peu plus grand que les autres, pour éviter que les lapins se sauvent au niveau de l'emplacement de la cabane. Et les autres panneaux, en fait, nous permettaient d'enjamber la clôture pour nous pouvoir pénétrer facilement dans le parc. Et petite précision quand même, ces panneaux rigides, ils sont doublés sur la partie basse avec du grillage à poules pour éviter que les lapins, quand ils arrivent en essai, qui sont tout jeunes, pour éviter qu'ils passent entre les mailles du, du panneau. Alors après, ces panneaux sont fixés en fait avec des fers à béton qui sont plantés dans le sol. L'avantage de ce système, c'est que en fait, le fer à béton, c'est assez peu onéreux. Et du coup, on peut en positionner, on peut découper plus que ce dont on a besoin et les disposer à l'avance dans le verger pour gagner du temps sur les phases de déplacement. Alors nous, dans notre essai, on déplaçait les parcs toutes les semaines. Pour démonter et remonter un parc, c'est à peu près une dizaine de minutes à 3-4 personnes. Donc c'est du boulot, mais ça reste faisable. Tu peux passer. Merci. Alors, je n'ai pas répondu tout à l'heure à la période la plus adéquate pour associer le lapin et le pommier. Ce qui paraît d'emblée le plus logique, ce serait la période printanière, étant donné que c'est la période où l'herbe pousse le plus dans un verger, et c'est là où elle est la plus concurrentielle pour l'arbre. Sauf qu'en fait, cette période, c'est la période où, en fait, dans un verger de pommier, où on va faire beaucoup de traitements phytosanitaires, même dans un verger bio. Enfin, je n'ai pas précisé, mais c'est un essai qui s'est conduit en bio. Et donc, du coup, même en bio, on fait des traitements et on ne va pas traiter sur les lapins. Donc, ça veut dire qu'il va falloir sortir les lapins de la parcelle, attendre un certain temps et les ramener. Donc, ça fait beaucoup de manipulations. Et on estime que c'est pas forcément, de ce fait, ce n'est pas forcément la période la plus adéquate pour associer les deux productions. Alors, en réfléchissant bien, en fait, la période qui nous est apparue intéressante, la plus intéressante, c'est la période juste post-récolte, qui sur cette parcelle se situe en octobre-novembre. Alors, pourquoi c'est une période intéressante? Parce que juste après récolte, en fait, on va retrouver encore des pommes au sol, donc le lapin va pouvoir les consommer. Là, tu peux revenir. Merci. Et donc, du coup, c'est aussi la période sur laquelle les feuilles vont commencer à chuter, les feuilles du pommier, et donc le lapin va pouvoir aussi les consommer. Donc, ça fait un apport nutritionnel un peu plus riche pour le lapin et potentiellement une prophylaxie pour le verger. Bon, ça, c'est des choses qui sont un peu prospectives, il faut les vérifier, évidemment. Et un automne comme l'automne qu'on a eu en 2022, en fait, on a eu quasiment des conditions similaires à ce qu'on aurait eu au printemps sur la pousse de l'herbe. On a eu en fait un deuxième printemps, donc en fait, c'est pas complètement aberrant d'avoir un animal qui vient pâturer à cette époque, même pour gérer de l'enherbement. Bon, après, c'est pas forcément sûr qu'on aurait désherber, travailler le sol à cette époque si on n'avait pas eu les lapins. La concurrence à carte, c'est pas le moment où, où elle est la plus importante. Tu peux passer à la diapo suivante. Merci. Alors, je vais vous présenter donc, le gros essai final où on a fait l'évaluation des bénéfices lapin-pommier. Et donc, en fait, on avait 3 modalités pour pouvoir démontrer l'intérêt de l'association.
Donc, une première modalité qui paraît assez évidente, hein, associer des lapins avec des pommiers. C'est ce dont je vous parle depuis déjà un petit moment. Donc, évidemment, on l'a testé. Une autre modalité avec des lapins sans pommiers. Donc là, le but, c'est vraiment d'aller montrer l'intérêt du pommier pour le lapin. Et une dernière modalité, donc les pommiers sans lapin. Donc là, c'est pour montrer l'intérêt du lapin pour le verger. Donc à chaque fois, donc, toutes les modalités où on avait des lapins, on avait 12 répétitions, c'est-à-dire qu'on avait 12 parcs. Et dans chaque parc, on a 6 lapins. Donc en tout, si vous calculez bien, on arrive à 144 lapins. Donc ça fait quand même pas mal de petits mondes à s'occuper. Donc on s'est bien occupé de tous ces lapins. Les lapins sont arrivés, ils avaient 45 jours, donc c'est des petits lapros. Et ils sont restés 5 semaines, donc du 17 octobre au 21 novembre. Enfin, 5 semaines en essai. Parce qu'en fait, à la fin de l'essai, les lapins, on ne les a pas envoyés à l'abattoir. On a estimé qu'ils avaient servi la science et ils ont eu le droit à une solution de replacement. Donc, normalement, ils sont encore en vie et ils coulent des jours heureux quelque part dans des familles. Tu peux passer la diapo suivante. Et je vais commencer à vous présenter les premiers résultats. Donc, alors, côté lapin, les résultats sont très, très, très favorables. Alors, première chose, sur le microclimat, en fait, le verger limite les extrêmes, que ce soit les températures importantes ou les températures les plus basses. Donc, ça crée un effet tampon. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour l'animal. Au niveau de la croissance, c'est pareil, on a quelque chose d'intéressant parce que le lapin, à la fin des 5 semaines d'engraissement, il atteint quasiment 2,7 kg. Et ça, c'est le poids nécessaire à envoyer les animaux à l'abattoir. Au niveau de la santé des animaux, je vous avais dit que c'était quelque chose à laquelle on s'intéressait. Donc, sur les 144 lapins engagés dans l'essai, que ce soit en prairie ou en verger, en fait, on a sorti 143 lapins. Donc, on a eu un lapin qui est décédé, ce qui nous fait 0,7% de mortalité, ce qui est exceptionnellement bon en élevage de lapins, sachant qu'en bâtiment, 10% de mortalité, c'est considéré comme étant normal. Et le lapin qui est mort, en fait, c'est un problème de vaccination contre la myxomatose. Alors, nos lapins étaient évidemment vaccinés contre la myxomatose et les 2 souches de VHD. Alors, il y a quand même eu des maladies, il ne faut pas non plus, c'est pas le monde des bisounours, hein, notre essai lapin. On a eu 7,6% des lapins qui ont développé des coccidioses. Mais alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de traiter tout le troupeau, on a ciblé les individus malades, on les a pris en charge le plus tôt possible et on a fait un traitement individualisé, ce qui permet de limiter les doses antibiotiques au niveau du troupeau. Au niveau du bien-être animal maintenant, donc là, c'est pareil, on est très satisfait. On a observé quasiment tous les comportements qu'on peut observer chez un lapin de Garenne sauvage. Donc des lapins qui vont courir, qui vont gratter, qui vont faire des flops, qui vont se dorer au soleil. Voilà, enfin, des lapins qui avaient l'air assez bien dans leurs pattes. Je ne sais pas si ça se dit, je pense pas. Sur la ressource spécifique berger, donc par exemple les pommes qui restaient après récolte, là on a une très bonne valorisation avec 57 grammes de pommes par lapin et par jour en moyenne, ce qui correspond à peu près à un tiers de pommes pour des animaux qui faisaient en fin d'essai 2,6 kg. Donc c'est quand même pas rien. Et en termes de prédation, on n'a pas eu de prédation, ce qui n'était pas gagné. Alors évidemment, on a mis une clôture électrique en périphérie de l'essai, mais on craignait quand même la prédation aérienne et on n'en a pas eu. Et à la prairie, pour éviter ça, en fait, on avait quand même protégé les parcs sur les 2 premières semaines pour éviter la prédation par les rapaces. On a beaucoup de rapaces sur le domaine. Notamment, on avait des autours, 10 jours avant l'essai. Tu peux passer, et je vais passer aux résultats sur les pommiers. Donc, alors, ce qu'on attendait en premier lieu du lapin pour notre verger de pommiers, si vous vous rappelez bien, c'est d'avoir un désherbage du rang. Et donc là, on est très satisfait. Une semaine de lapin dans un verger, enfin sur un emplacement, c'est un sol qui se retrouve à nu, avec le pied des arbres qui est parfaitement nettoyé. Donc de ce côté-là, on est plutôt satisfait. Après, évidemment, il faut déplacer les parcs, ce genre de choses. Il y a des choses encore peut-être à caler, mais le lapin remplit bien son rôle. Tu peux passer. Alors, après, non, tu peux revenir en arrière. Merci. Sur les aspects fertilisation, alors là, je n'ai pas encore beaucoup de choses à vous dire parce que les analyses sont en cours. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont encore sortir sur le printemps, côté verger, parce que en fait, l'herbe, les vergers à l'automne, ils sont en transsénescence et donc il y a beaucoup de mesures qu'on ne peut pas faire à ce moment-là. Par contre, j'avais fait des petites mesures au printemps dernier et j'avais regardé
la teneur en chlorophylle des feuilles. Et j'avais vu en fait, qu'il y avait un peu plus de chlorophylle dans les parcelles qui avaient reçu des lapins que dans les parcelles où il n'y avait pas eu de lapins. Alors, c'est pas quelque chose qui est significatif, donc bon, je ne vais pas vous dire aujourd'hui le lapin permet d'augmenter la teneur en chlorophylle dans les feuilles. C'est un peu tôt pour dire, il va falloir confirmer ça sur le printemps 2023. Et ce que je ne vous ai pas dit, ce qui est quand même important, c'est que la teneur en chlorophylle, c'est très corrélé à la teneur en azote. C'est quand même l'élément important pour comprendre cette diapo. Voilà, sur tout le reste, en fait, c'est un peu décevant, mais je n'ai pas encore les résultats. Et dernière chose, donc j'ai commencé mon exposé en vous disant que le lapin est un ravageur du verger. Et tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Et oui, quand même, hein, c'est un ravageur du verger, mais c'est un ravageur qu'en fait les arboriculteurs connaissent bien. Et en fait, les arboriculteurs savent s'en prémunir avec de la pose de manchons. Alors, quand on a des lapins d'élevage qui sont un peu plus gros que des lapins de garenne, il faut quand même bien adapter son manchon. Sur les phases de prototypage, on avait un peu joué, ne pas mettre de manchon, mettre du grillage à poules. Bon, ça marchait. Bon, pas mettre de grillage, ça ne marche pas. Les lapins, ils mangent les troncs. Le grillage à poules, les lapins, ils arrivent à passer. Alors, ce qu'on a fait sur l'essai final, c'est qu'en fait, on a utilisé des manchons rigides que les lapins ne peuvent pas aplatir. Et sauf qu'en fait, comme on était sur un verger adulte, les manchons qu'on avait, nous, ils n'étaient pas adaptés en diamètre. Donc, on a dû mettre plusieurs manchons les uns sur les autres, attachés avec des ficelles. Et en fin d'essai, avec des lapins qui étaient un peu âgés et qui commençaient à devenir malins, on a eu quelques petits lapins qui ont réussi à défaire les ficelles et à faire tomber les manchons. Mais bon, c'était quand même assez anecdotique. En termes de dégâts, quand même, il faut quand même en parler. Donc, sur l'essai final, en gros, sur les 2 premières semaines, on a des lapins, c'est encore presque des bébés. Ils ne font pas du tout de dégâts, ou s'ils font des dégâts, c'est vraiment anecdotique. Et par contre, les dégâts commencent à apparaître à partir de la 3e semaine. C'est globalement pas des gros dégâts quand même, c'est des choses qui sont assez, qui peuvent être au niveau du point de greffe si jamais le manchon n'était pas mis assez bas. Et en fait, sinon, en fait, c'est vraiment la dernière semaine et même la semaine juste après l'essai. Hein, là, dans le graphique que je vous montre, sur la dernière barre, en fait, on va de 73 à 90 jours de vie. Donc, en fait, on inclut la dernière semaine d'essai et la semaine où on a attendu que les animaux repartent en replacement. Donc, les animaux sont restés sur le même emplacement pendant presque 15 jours, enfin plus de 15 jours. Et là, on était en situation de surpâturage. On avait des animaux qui étaient devenus plus grands que les manchons. Et puis, vous voyez le dégât que ça peut faire. Donc, c'est le lapin qui va manger au-dessus du manchon. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des manchons qui sont adaptés au lapin et à la taille finale qu'il aura en fin d'essai. Bon, ceci dit, voilà, il y a des dégâts qui vont être graves, hein, qui vont pénaliser peut-être la vigueur de l'arbre, voire peut-être même sa survie. Mais la plupart des dégâts ne devraient pas non plus être trop méchants. À suivre. Et je vais terminer avec la dernière diapo. Voilà. Donc nous, on est plutôt très contents de cette expérience. Donc c'est des choses qui, voilà, vous l'avez vu, pour les lapins, c'est très très positif. Pour les vergers, c'est globalement positif. Il y a encore des choses à vérifier. Mais dans tous les cas, que ce soit côté lapin ou côté verger, en fait, on a encore des choses à creuser sur les bénéfices rendus par le lapin ou par l'arbre au lapin. Et ce qui est apparu aussi, et dont je n'ai pas parlé, c'est que si le verger était plutôt bien adapté au lapin et vice-versa, en fait, il n'était pas tellement adapté à l'éleveur de lapins. Alors, je m'explique, c'est qu'en fait, si vous voulez interagir avec un lapin pour l'attraper, le peser, le soigner, et qu'il est situé sur des branches qui sont situées à 80 cm du sol, en fait, vous passez votre temps à 4 pattes sous les branches, et rapidement, c'est un peu compliqué parce que le lapin est beaucoup plus agile que l'humain. Donc, conclusion, en fait, on va poursuivre nos travaux, mais on va poursuivre nos travaux dans un autre type de verger, donc un verger agroforestier avec des arbres qui ne seront plus des arbres palissés comme qu'on avait là, mais on sera sur un verger qui sera beaucoup plus extensif, avec des arbres en gobelet, ce sera toujours du pommier, et des interrangs qui seront beaucoup plus larges. On va avoir 10 mètres entre chaque rangée, et ça, c'est dans le but de laisser la lumière un peu mieux pénétrer, pour aussi favoriser la production de fourrage, pour que les lapins puissent éventuellement se passer de granulés. Voilà, on n'a pas encore défini toutes les caractéristiques de ce nouveau verger, mais en gros, c'est un peu l'idée qu'on a actuellement. Donc ça devrait être planté en 2024 pour un début d'essai
2027. Donc, on peut refaire un webinaire en 2029 ou quelque chose comme ça. Et ce verger, donc, on va commencer avec des essais avec des lapins, mais potentiellement, ça pourrait être ouvert aussi à d'autres espèces animales. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. Merci à Pas tous. exposer les temps. Non, c'est bon, on a 10 Ça va. minutes. En plus, j'ai vu qu'Alex t'avait commencé à répondre partiellement à des questions. Donc, parfait. Il en reste certains à l'oral, donc je te les pose. Comment tu gères la récolte des légumes avec les premières récoltes de fruits? Comment tu as géré ça? Comment on a géré ça? Récolte des légumes, c'était plutôt août-septembre, là où on avait des pommes à ramasser fin septembre, octobre. Fin septembre, Donc on ok. passe d'abord pour les fruits, pour les légumes, pardon, et puis les fruits viennent derrière. Donc il n'y avait Ok. pas trop de problèmes là. Facile. Question facile, réponse facile. Ouais. Le compactage du sol dû au passage du tracteur, c'est vrai que par rapport à ton. Ouais, Oui, oui, il y a des passages de à la tracteurs, méthode de alors sandwich. qui font que passer, je dirais, hein, ça consomme peu, mais eh ben, il ne faut jamais passer quand il pleut, quoi, hein, c'est ça le truc. Le compassage du tracteur, quand on est avec la griffe, le rouleau, la tondeuse, c'est tout le temps en période sèche, donc ça va. Moi, le compactage, j'ai plus de problèmes pour les traitements, où là, c'est plus en période humide, quoi. Voilà. On n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais ça, c'est plus en kikinant. Donc, l'interrang est semé. En partie sur les passages de roues. Moi, j'ai mis de la fétuque élevée ou de la fétuque, plusieurs types de fétuque. Donc, ça fait des grosses touffes de graminées et qui portent bien. Il y a une question aussi, pourquoi tu fais pas pâturer tes moutons toute l'année? Risque de dégâts si table de production trop basse. Alors ça rejoint un peu le problème pour les lapins aussi là sur le printemps. Enfin, dans mon cas précis, l'idée c'est pas d'élever des moutons, c'est vraiment d'entretenir le verger. Et le problème au printemps, c'est que je traite et le passage, on le disait tout à l'heure, hein, le passage des produits phyto avec même en bio, hein, avec les moutons, ça pose problème. Donc, ça serait quand même une sacrée galère. L'été, la ressource est limitée. Et donc, moi, l'entente avec un éleveur qui fait de l'éco-pâturage, donc en fait, les moutons qui sont chez moi, pendant les 8 mois de l'année où ils ne sont pas chez moi, ils sont dans des entreprises, des jardins publics ou privés pour faire des tondeuses à gazon, en fait. Donc déjà, moi, il n'y a aucun enjeu pour faire de la viande ou faire du lait. Et juste l'enjeu, c'est que lui, en éco-pâturage, il ne sait pas quoi faire de ses moutons quelque part en fin d'automne, hiver. Donc l'entente est parfaite. Voilà. Parfait. J'ai une autre question pour toi. Concernant le méthode sandwich, y aurait-il la possibilité d'éviter le broyage sur le rang et laisser l'herbe se développer, notamment en cas de semis de légumineuses avec objectif de le conserver? Oui, oui, oui. Après, il y a un problème de concurrence quoi, hein, qui se pose. Mais c'est possible, hein. Alors, quand les arbres sont tout petits, il faut éviter pendant les 3 premières années, selon moi. Donc là, on met du BRF. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les 3 premières années, la tondeuse satellite, elle casse les arbres. On ne peut pas la passer. Donc là, on passe à la main au pied des arbres. Et donc, il y a le BRF hein, quand même qui nous aide. Donc, c'est pas, ça va, c'est pas le bagne non plus. Et ensuite, on passe avec une débroussailleuse à fil entre les pieds. Mais ça va vite, hein. Comme il y a du BRF, c'est pas l'enfer. C'est pas l'enfer, c'est-à-dire qu'on passe 3 fois, 4 fois, autant que la tondeuse satellite, mais comme c'est sur 50 cm de large, la bande sur laquelle on passe, je ne sais pas, ça nous prend, je dirais, 2-3 heures pour un demi-hectare, et on fait ça 3 fois. Donc voilà. Et ensuite, le problème des semis, c'est qu'ils finissent par disparaître. Et si on ne coupe pas l'herbe, quand même, la concurrence devient importante. Quoi. Concurrence hydrominérale, tu veux dire, enfin hydrique? Ouais, voilà, ouais. Et surtout Ouais, hydrique. Quoi. Hein, on a un ouais. problème avec la flotte. Alors, en étant en goutte à goutte, ça va, mais sinon, si on a trop d'herbe ou trop développée, c'est elle qui va prendre l'eau. Hein. Mm. Donc, sans passer la tondeuse satellite, je l'ai eu fait, et en fait, ça ne va pas. On a quand même une répercussion sur le calibre des fruits.
on a un problème et à un moment, les arbres, c'est trop pénalisant. Donc, il faut la passer. Pour moi, après réflexion, il faut quand même au moins couper l'herbe. Et je me dis, enfin, quand on creuse dans le sol, après, ça nous arrive, hein, des fois, des coups de mini-pelle pour des histoires de poteaux, d'encre, tout ça. On voit vraiment que les arbres, là où il y a de l'herbe, ben, ils vont en dessous. Hein. Ils ont fait ils sont en dessous des 20 cm. Hein. Donc, finalement, là, ils se répartissent chacun leur strate. Mais si l'herbe est beaucoup trop grosse, elle capte tout, surtout c'est l'eau, hein, je pense, elle capte toute l'eau. Voilà. Et j'ai une autre question rapide, mais le paillage de BRF n'attire pas trop les rongeurs. Ah si, ça attire beaucoup les campagnols. Donc le BRF sans le passage de la griffe, c'est mort. Ça ne marche pas. Donc il faut absolument passer. Et moi, je fais un passage de la griffe au printemps, ça on le fait régulièrement. Et en fait, là où je serais meilleur, il faudrait que je le fasse, mais je n'ai pas le temps, c'est de faire 1 ou 2 passages à l'automne. Parce que les campagnols sont hyper actifs à ce moment-là. Mais je n'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Une question sur les pucerons lanigères dans les pommiers. Y a-t-il une amélioration avec l'enherbement? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas trop de problèmes de lanigère. On est passé sur des porte-greffes, on a arrêté le M9 en grande partie. Sur du PI 80, il y a du supporter PI 80 qui a un autre porte-greffe de pommier qui reste assez bas. On n'a pas trop de lanigère. Donc, ça se gère avec la biodiversité à côté, les parasitoïdes. Je vais juste terminer par une question après les autres. Je pense que tu pourras y répondre. De toute façon, vous aurez les questions et réponses suite au webinaire et on pourra avoir les réponses par écrit. Une dernière question qui me semble très intéressante, c'est pourquoi tu as abandonné le paillage plastique? Ah oui. Parce qu'il faut le poser et il faut l'arracher. Et entre les deux, en fait, j'étais assez déçu du résultat. C'est qu'entre les tempêtes, les passages des animaux réguliers, la bâche se déchire, se troue, elle s'abîme. Et au bout de 2 ans, on avait beaucoup de désherbage sur bâche à faire, quoi, avec du liseron qui rentre et tout. Et le campagnol aussi, quoi. Et là, pour le coup, la griffe, on avait du mal à la passer, on abîmait la bâche. On la déchirait, donc c'était pas tellement compatible. Voilà. Donc, moi, je n'étais pas satisfait, quoi. Peut-être une bâche tissée serait déjà plus intéressante. Mais bon, je sais pas. Et puis après, maintenant, on est certifié Nature et Progrès et tous les encouragements sont faits pour ne plus utiliser de plastique. Voilà. Donc, le BRF, c'est mieux. Moi, je préfère. Ça marche. Merci, Alex. Il y a des questions pour toi, Stéphanie. Une bonne fréquence de déplacement pour les lapins, c'est 8 jours, donc tant qu'il y a l'herbe à pâturer, moins il y a de dégâts. Alors, nous, c'est ce qu'on a fait. On a pratiqué des déplacements tous les 8 jours. Alors, après, on peut adapter en fonction, en effet, de l'enherbement qui reste dans la parcelle. Et ça dépend aussi de la taille du parc, évidemment. Donc, nous on est parti sur des parcs qui n'étaient pas très grands pour multiplier les unités statistiques. On fait des trucs de chercheurs, quoi. Mais voilà, globalement, en fait, c'est pas une règle dans l'absolu. Il faut éviter le surpâturage et c'est surtout ça, quoi. Donc, dès que le sol est nu, en théorie, il faudrait déplacer. Nous, ça nous est arrivé, dans certains cas, d'avancer d'une journée ou de décaler d'une journée, quoi. Ça peut. Voilà. Il n'y a pas de règle. Mais en moyenne, nous, c'était comme ça sur 18 mètres carrés, c'était une semaine. Mais voilà. Enfin, c'est pas une règle absolue, clairement pas. Quel débouché pour les lapins, vous pensez? Alors, nos lapins, c'est des lapins de chair, en fait. Donc, on peut déboucher. Là, on est sur de la production soit fermière, soit bio. Donc, probablement vente directe, ce genre de choses. Mais voilà, on n'a pas été. Nous, dans notre projet, on n'était pas sur les débouchés économiques. Et du coup, tu me disais que vous n'avez pas eu le temps d'évaluer l'impact et la rentabilité économique de la méthode lapin. Non, c'était pas le but du projet d'aller jusque-là. On était vraiment sur un essai déjà de faisabilité. Après, c'est pour ça aussi, on a encore plein de choses à creuser.
Et éventuellement, cet aspect économique, ça viendra par la suite. Bon, on pourrait avoir des résultats, des éléments, parce qu'évidemment, on sait combien nous a coûté les panneaux, les fers à béton, les cabanes. Donc, on peut évaluer des choses. Hein, mais, Et faut-il enlever les fers à béton quand on fait des interventions dans le verger? après, tout va dépendre de quelles interventions on fait. Tant que c'est les fers à béton, ils ne gênent pas le passage dans le rang. Enfin, après, ça dépend de la largeur du tracteur, c'est toujours pareil. Nous, la largeur d'un panneau, donc en transversal sur le rang, c'est 2,50 m. Donc, ça fait 1,25 m de part et d'autre de la ligne centrale de plantation. Donc après, tout dépend évidemment de la distance interrang et ce genre de choses pour passer qu'un tracteur. Ok. Voilà, enfin, évidemment, si on est planté à 4 mètres, ça peut gêner un petit peu quand même. Et après, si on veut faire des interventions manuelles, ça gêne beaucoup moins. Ça marche. J'ai une question. Vas-y, Alex, oui, tu veux partir, tu dois. Non, ma griffe, elle passerait là. 1,25 m, c'est à peu près là où on passe la griffe. Ah oui. Ça marcherait. Mais par contre, la griffe, elle serait gênée par les piquets, je pense. Peut-être, non? Ouais, c'est plus ça, ouais. Ouais. Et j'ai une question pour vous deux, et comme ça on termine à l'heure. Concernant le choix des animaux à mettre dans le verger, dans quel cas choisir des moutons, des lapins, des poules, des cochons? Bonne question. Après, tout va dépendre des services qu'on attend, je pense. Et après, il y a aussi des questions réglementaires. Il y a des associations qu'on ne peut pas faire. Je crois que poules et moutons, c'est un peu compliqué d'un point de vue réglementaire. Mais après, aussi, au-delà de ça, multiplier aussi, quand c'est possible d'un point de vue réglementaire, pâturer différentes espèces animales, ça peut être aussi intéressant pour, par exemple, sur la charge en coccidie, comme les coccidies du lapin, c'est pas les mêmes que celles du mouton, ça peut faire baisser la charge globale en coccidie, par exemple. Il peut y avoir des intérêts pour nettoyer la parcelle. Et Il y a une Alex, grande toi, spécialiste de l'élevage, donc Ouais. je n'avancerai pas plus que ça. Ça dépend de la finalité économique qu'on veut en tirer, mais pour le verger, en tout cas, je pense que les poules qui vont gratter aussi, c'est super intéressant, les lapins aussi. Et par contre, ça n'a pas d'effet vraiment sur les campagnols. Plus, ça sera les moutons qui vont piétiner, quoi. Donc après, on peut les mettre par ensemble, tourner. Je pense qu'il faut. Moi, je vois avec les moutons, c'est sur le Carpocaps, il n'y a pas vraiment d'effet. Enfin, j'en ai pas vu énormément. Alors C'est pour ça que tu que testes le cochon. Enfin, les ouais, cochons. le cochon, je pense qu'en mangeant tous les résidus de pommes dans lesquels il y a des larves de carpeaux, ça serait beaucoup plus intéressant. Voilà. Et le lapin, peut-être là-dessus. Oui, Donc, peut-être. pas un miracle, mais c'est peut-être la complémentarité de tout ce qui pourrait marcher, quoi. Je pense que c'est plutôt dans la complémentarité qu'on peut avoir des services rendus un peu plus intéressants. Honnêtement, moi, sur les lapins, le rôle prophylactique, je ne suis pas sûr qu'il soit très important. Qu'il soit flagrant. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les campagnols, ils ne sont pas du tout dérangés par les lapins. On avait mis des caméras de chasse, on voyait les lapins et les campagnols cohabiter. Donc, ils vivent bien ensemble. Mais merci à vous deux de votre intervention. Il reste encore des questions dont on n'a pas répondu, notamment, je pense que ça peut être intéressant pour toi, Alex, quid de la biodiversité fonctionnelle en roulant l'herbe aussi souvent que tu fais à chaque fois que tu passes. C'est vraiment une réflexion, et c'est vrai que c'est une question que tu pourras répondre. Je rédigerai la réponse et vous aurez tout ça en ligne. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez récupérer le replay sur le site de Zai.